Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous allons à présent nous concentrer sur les discussions en cours au niveau européen en matière de réglementation des crypto-monnaies. On va tenter de comprendre si les réglementations ont bien intégré tous les enjeux, à savoir d'un côté l'émergence d'un écosystème crypto-actif au niveau européen et de l'autre côté la protection effectivement des utilisateurs et trouver le bon équilibre. Est-ce que le bon équilibre a été trouvé pour éviter d'étouffer justement un écosystème qui émerge? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour. Donc vous suivez ces sujets de très près et vous émettez même des recommandations au niveau européen pour justement ce qui devrait être pris ou non en compte dans la réglementation. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Des discussions que vous suivez de près et vous êtes même très actif sur Twitter sur le sujet pour défendre justement cet écosystème. On va commencer peut-être avec vous, Faustine Fleuret. Les discussions, on les suit depuis un petit bout de temps, que ce soit la réglementation MiCA ou alors également la Transfer of Fund Regulation, deux réglementations qui ont fait peur, si je puis dire un petit peu, ou en tout cas deux discussions, puisque rien n'est acté pour le moment, mais deux discussions qui ont fait peur finalement à l'écosystème crypto en France en tout cas. La première qui visait à interdire potentiellement, purement et simplement tout crypto-actif en lien avec une proof of work, dont potentiellement Bitcoin. Finalement, ceci a été rejeté, mais les discussions sont sur la table et on a même vu d'ailleurs des documents fuités récemment montrant que c'était des discussions qui étaient clairement sur la table, l'interdiction pure et simple de la proof of work. Et dans un second temps, on a eu des discussions, et là pour le coup un vote au sein d'une commission, on va voir ce que ça va donner au niveau du vote final, sur une interdiction d'anonymat finalement lors de transfert de fonds en crypto-actifs. Quand vous suivez ces discussions, ces rebondissements, alors que vous défendez le développement des actifs numériques, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que, selon vous, on est sur les bons sujets, les bons combats aujourd'hui au niveau européen? Alors, effectivement, pour le développement d'un écosystème sain, sûr et de confiance pour les utilisateurs actuels et futurs de cryptoactifs, il est nécessaire d'avoir une réglementation. Ça va permettre d'harmoniser les règles entre les acteurs, donc de restaurer des conditions de concurrence équitables. D'accord. Surtout à un moment où, comme en France, il y a des régimes nationaux, mais que tout cela n'est justement pas uniformisé. Régimes nationaux, d'ailleurs, je précise, qui sont pour les acteurs nationaux, mais ce qui n'empêche pas des utilisateurs français de faire appel à des plateformes extérieures qui ne sont pas basées en France. Oui. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, mon premier message, c'était on a besoin d'une réglementation pour le développement de l'écosystème. Ensuite, c'est l'équilibre dans cette réglementation entre ce qui va relever effectivement des objectifs, protection de l'investisseur, stabilité des marchés, et comment est-ce que ça va néanmoins permettre à l'innovation en France et en Europe, de se développer. Et c'est là où, pour nous, le curseur n'est pas forcément bien positionné. D'accord. Où il peut y avoir, et c'est certainement ce qui a conduit à ces réactions ces dernières semaines de l'écosystème, des règles qui vont peut-être trop loin du point de vue de la protection, sans pour autant être efficaces, ou adaptées en se fondant sur les opportunités technologiques des cryptoactifs, et qui, du coup, font craindre qu'en fait, on annihile le développement de l'écosystème face à une compétition que l'on connaît déjà très forte au niveau des États-Unis et de l'Asie. Pierre Persson, même question avant de rentrer un petit peu dans le détail des deux grandes critiques qui sont faites aux cryptoactifs. Mais alors, quand vous voyez les discussions aujourd'hui, selon vous, le curseur est au bon endroit? Même question qu'à Faustine Fleuret. Oui, parce que le vrai sujet, il n'est pas est-ce qu'on a besoin de régulation ou pas régulation. Je pense que tout le monde et tout acteur censé défend une régulation. Parce que la régulation, elle permet la démocratisation et on a besoin de régulation pour protéger l'investisseur, pour avoir des règles équitables. Donc on ne revient pas sur le besoin de réglementation. La vraie question, c'est là où vous mettez le curseur, entre trop de régulation et pas de régulation du tout. Aujourd'hui, on est sur un trop-plein de régulation envisagé par le législateur européen, avec des règles qui dépassent même les obligations aujourd'hui qui s'appliquent au secteur bancaire. Bien sûr. C'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a une présomption quasiment de culpabilité de l'utilisateur de crypto, tant parce qu'il financerait le terrorisme, qu'il blanchirait de l'argent. Et donc, c'est ça que nous dénonçons aussi. La position du législateur français, elle a été claire depuis le début. Nous, on est favorable à l'innovation. On veut prendre aussi le sujet d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire regarder en fait quoi il contribue, comment ça fonctionne et comment on le régule.
Mais l'objectif, c'est pas de le surréguler pour tuer la technologie, mais c'est bien permettre, en fait, d'en accroître les usages pour favoriser les boîtes qui demain seront les GAFA de cette technologie. Mais alors, justement, sur ce sujet blanchiment d'argent, sur ce sujet financement du terrorisme, pour ne parler que de cette première critique, donc de tout ce qui serait activité illégale via des cryptoactifs, Faustine Fleuret, est-ce que cette utilisation qui a été réelle dans un premier temps n'a pas nourri des fantasmes? Et est-ce que le Bitcoin aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un risque évidemment, mais il y a un risque aussi effectivement sur des, j'ai envie de dire en finance traditionnelle également, est-ce que on est juste sur un défaut d'image ou est-ce qu'on est quand même sur une nécessité d'encadrer les cryptoactifs pour permettre que ça n'arrive plus? Alors, le risque de blanchiment financement du terrorisme existe sur les cryptos comme il existe sur les fonds traditionnels. Néanmoins, ce qu'on voit, la tendance depuis des années, c'est que quand même ce risque décroît. Il y a des études qui, année après année, montrent et attestent qu'aujourd'hui, sur toutes les transactions en cryptoactifs, c'est 0,15% que représentent les transactions illicites. D'accord. Donc on est vraiment sur une tendance décroissante, mais qui s'explique assez facilement. D'une part, les technologies blockchain ne sont pas des outils propices. C'est des registres qui sont transparents, qui sont publics, les transactions sont traçables et en permanence disponibles. Aussi, on a vu du coup des régimes nationaux de réglementation émerger depuis ces dernières années. Et donc, ça a conduit déjà des acteurs à se doter de dispositifs, et notamment en France, qui vont permettre cette lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et enfin, on a des outils grâce justement aux technologies blockchain qui permettent en fait une lutte beaucoup plus efficace qui peut exister sur les transferts de fonds classiques. Je pense aux outils d'analyse transactionnelle et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir dire que le risque de blanchiment et de financement du terrorisme par les cryptos est totalement maîtrisé. Donc si je comprends bien, c'est plus un sujet aujourd'hui, Faustine Fleuret, l'activité illégale en cryptoactifs, quand il s'agit de réglementer un secteur. Comme je disais, il y a 0,15% des transactions. Donc ça reste un sujet, oui, c'est ça. Donc ça reste un petit sujet, mais qui a été notamment résolu parce qu'on a des régimes, et notamment en France, qui ont été mis en place. Le tout, c'est qu'on a ces régimes existants. Aller au-delà, s'il est déjà efficace, pourquoi? Et surtout, pourquoi ne pas utiliser ces outils et les opportunités des technologies blockchain pour que ce cadre, cette réglementation, soit réellement efficiente. Parce que si on fait juste copier-coller ce qui existe, en fait, on n'est pas sur quelque chose d'efficace, finalement. On a ce registre ouvert, transparent. Servons-nous-en pour construire des règles qui sont adaptées et en fait, avec lesquelles les acteurs peuvent être en conformité aussi. Alors, juste pour bien comprendre, Faustine Fleuret, on a donc du coup cette technologie qui pourrait permettre. Alors finalement, parce qu'on n'est pas sur parce que ça rejoint la question de l'anonymat. Là, on est sur effectivement, c'est ouvert, c'est transparent, mais c'est sous pseudonyme. Donc en fait, on peut suivre les transactions, mais on ne sait pas forcément effectivement qui a réalisé toutes les transactions. Mais au moins, on peut les suivre. Donc pour le sujet du blanchiment d'argent, ça peut être un outil supplémentaire. Pourquoi est-ce que ce sujet du blanchiment d'argent est un argument anti-Bitcoin au niveau des discussions européennes alors à la base, vraiment, c'est le risque qui a le plus inquiété lorsque les cryptoactifs ont émergé, ce risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Il y a eu cette première affaire Silk Road qui, en fait, malheureusement, a ancré dans l'imaginaire que les cryptoactifs étaient un véhicule privilégié de blanchiment, de financement du terrorisme. Ensuite, c'est vrai que dans les débats, notamment au niveau français, ce que pouvait dire en face le secteur bancaire et financier traditionnel, qui, toujours aujourd'hui, ne souhaite pas ouvrir de compte à ces acteurs-là, ne souhaite pas aller sur ce nouveau marché, c'était qu'ils ne comprenaient pas et ne pouvaient pas donc maîtriser le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Donc c'est malheureusement des débats qui durent, même si, comme je l'expliquais, la tendance et les risques sont plutôt sur une pente décroissante, avec des outils de plus en plus sophistiqués fondés sur les blockchains pour s'en prémunir. Pierre Persson, on parlait de pseudonymat. Alors il y a effectivement ce sujet, donc la Transfer of Fund Regulation, qui veut du coup supprimer purement et simplement l'anonymat sur toute transaction en cryptoactifs, et ce dès 1 euro. Est-ce que là, vous connaissez le sujet mieux que moi, est-ce qu'on est sur une bonne décision ou au contraire ça vient à l'encontre même de l'existence et de la raison d'être des cryptoactifs tels qu'ils existent aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Ce qui est certain, c'est qu'on va au-delà en fait, des recommandations même internationales.
une instance qui s'appelle le GAFI qui fait une trentaine de recommandations pour travailler sur notamment la question du blanchiment et du financement du terrorisme et qui s'impose en fait à l'ensemble des États à travers le monde qui sont membres de cette organisation. Donc c'est un cadre global. Et l'Union européenne, en application de ces recommandations, va bien au-delà dans le texte Transfer of Fund. Au-delà de ça, Transfer of Fund, c'est la mécompréhension de comment marche cette technologie. Pourquoi ? Parce que s'il est entendable qu'on puisse, d'un point de vue juridictionnel, en fait, tracer les transactions, l'automaticité en fait de la levée du pseudonymat sur ce qu'on appelle les unhosted wallets, c'est-à-dire les wallets qui vous appartiennent et qui ne sont pas hébergés dans un acteur centralisé, induit qu'en fait l'État qui aurait ces données de manière centralisée, donc soumis à un risque de piratage, aurait toute connaissance des transactions, mais aussi de l'intégralité de votre bilan et de la comptabilité du compte. Et donc on voit bien que c'est totalement intentatoire aux libertés. C'est qu'au-delà de la volonté en fait de tracer la question des transactions et de pouvoir lever le pseudonymat comme on peut le faire par exemple sur Internet derrière une adresse IP, l'application de ces règles d'un point de vue bête et méchant sans comprendre en fait la technologie induit une vraie rupture dans des principes qui sont même des valeurs essentielles au sein de l'Union européenne. Donc moi ce que je dis c'est voyons aujourd'hui ce que peut faire la technologie et n'essayons pas de transposer des règles qui s'appliquent aujourd'hui aux acteurs bancaires et financiers. Essayons de voir plutôt comment avec cette nouvelle technologie, comme le disait très justement Faustine, qui permet plus de transparence, avec de nouveaux outils, on permet de créer un cadre qui soit un cadre très clair, qui protège à la fois les États, de la stabilité, qui protège les investisseurs et aussi consommateurs, mais ne transposons pas d'un point de vue stérile, en fait, les règles à date. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour que cette réglementation, où est-ce qu'il faudrait placer le curseur pour que cette réglementation permette à un écosystème de se développer plutôt que de l'étouffer ? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de réponse sans mettre en fait tout le monde autour d'une table. C'est-à-dire que le politique, et je le vois bien dans mes collègues, qu'ils soient au niveau européen, au niveau national, soient plus éduqués sur la question, comprennent bien les enjeux de cette technologie, et puis les acteurs offrent aussi, de l'autre côté, des solutions. Si on y a la rencontre des deux, c'est-à-dire les solutions qui sont offertes par les acteurs d'un point de vue technologique pour permettre de bien comprendre et contrôler les différents flux, et les politiques de l'autre côté qui laissent de côté les poncifs habituels sur le financement du terrorisme, blanchiment d'argent, là on arrivera en fait à la mise en œuvre d'un nouveau référentiel. Moi je plaide pour un nouveau référentiel, non pas pour qu'il n'y ait pas de règles, mais pour que ce soit des règles qui soient ad hoc par rapport à cette technologie. Et peut-être plus de pédagogie du coup vis-à-vis de ceux qui prennent les décisions aussi pour comprendre réellement ce que c'est que cette technologie. Vous savez, très souvent ce que disent les politiques, c'est si c'est du paiement, alors ça doit être régulé comme du paiement. Pardon, mais entre une voiture et un vélo, on ne régule pas les choses de la même façon. Et ben, c'est un peu la même chose sur cette technologie. Donc on doit bien entendu converger pour réguler la technologie par ce qu'elle permet de faire, mais on doit aussi prendre en compte finalement le sous-jacent et quels sont les usages de demain offerts par cette techno. Faustine Fleuret, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cet écosystème puisse se développer ? En fait, déjà, je pense que les hypothèses de base, de départ, ne sont pas les bonnes. D'abord, tous les cas d'usage crypto ne sont pas financiers, donc on ne peut pas réglementer toutes les activités crypto sous des réglementations qui se veulent, entre guillemets, financières, comme MiCA et TFR. Ensuite, une autre hypothèse qui est quand même faite dans la réglementation, c'est que l'innovation va être bâtie plutôt par des acteurs déjà établis du système bancaire et financier et qu'on ne fait pas le pari qui pourtant est gagnant des nouveaux acteurs. Et c'est pour ça qu'on manque de proportionnalité dans les règles et qu'on le voit bien aujourd'hui. Qui c'est qui construit les marchés de cryptoactifs ? C'est d'abord les nouveaux entrants, donc plutôt des jeunes entreprises qui sont en train de se structurer. Donc il faut aussi qu'on ait en tête cela quand on pense à cette réglementation et à rendre cette industrie compétitive. Et enfin, comme le disait monsieur le député, le fonctionnement des cryptoactifs n'est pas le même que ce qu'on peut connaître, les actifs financiers ou les monnaies. Et il y a des opportunités à ce fonctionnement qui doivent nous amener, même si la première approche qui est compréhensible, c'est de regarder ce qui existe en termes de réglementation aujourd'hui, doit nous amener à adapter ce cadre pour le rendre d'autant plus efficace pour justement ces marchés très particuliers. Une dernière question, Pierre Persson, pour conclure. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet des cryptoactifs durant sa campagne présidentielle et il a notamment évoqué le Web3. Alors on englobe plus que les cryptoactifs, mais c'est sur la même technologie, expliquant que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer. Est-ce que, alors que l'Union européenne est sous présidence française, ça peut influer les réglementations ? Le fait d'ailleurs que la France était le premier pays à avoir un statut de PSAN et à réguler déjà, à offrir une réglementation
d'innovation ? Oui, la France a été précurseur en la matière et la France a une vision plutôt ouverte des choses. Est conscient des enjeux. Elle sait que de toute façon la croissance de l'Union européenne se fera sur l'innovation et qu'on ne peut pas laisser en fait l'innovation comme on l'a fait simplement dans les mains des Américains. Donc la France va continuer à porter cette vision et très certainement que dans les discussions qui auront lieu entre la Commission, le Conseil et le Parlement, la France aura une position plutôt ouverte sur la question, notamment parce que Emmanuel Macron a plaidé en ce sens. Merci beaucoup Pierre Persson. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de Paris. Merci également Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé du sujet de l'autre critère qui est le critère ou le critère d'attaque qui est celui qui dirait que le Bitcoin est anti-écologique. On a fait pas mal d'émissions sur le sujet. Je vous invite donc à vous y référer si vous souhaitez avoir les réponses de la communauté crypto sur le sujet. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay ou surtout sur toutes les plateformes de podcast. À demain.